Hello everyone, welcome in this video Ternoa overview. We're going to talk about Ternoa headlines in French and we'll go more into details about certain topics next week in English. Stay tuned. Après, être opportuniste dans le milieu professionnel, je ne vois pas comme un défaut. Qu'est-ce que Ternoa apporte avec ce ZK Layer 2? Voilà, ils ont réussi à sublimer des idées simples et en faire ce qu'on est devenu aujourd'hui. On a récemment eu cette annonce avec le studio Toro. Alors en quoi consiste ce partnership et à quoi s'attendre? Quel sera le coin qui sera adossé à cette blockchain, le zkVM? Est-ce que ça sera le CAPS? Est-ce que ça sera un nouveau? Je ne crois pas une seule seconde à faire une stratégie où on va dépenser de l'argent pour être dans Cointelegraph Russie ou dans Cointelegraph India. Ça n'a aucun intérêt. L'un des plus gros influenceurs américains, si ce n'est pas le plus gros influenceur, qui détient du CAPS, on ne lui a jamais airdroppé, offert, envoyé ou payé en CAPS pour quoi que ce soit. Je vais me faire la voix de la communauté et peut-être qu'on pourra avoir quelques réponses. Le prochain listing, on sait sur quelle plateforme on sera. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo Ternoa Overview. On va parler de Ternoa. Ternoa, c'est une blockchain d'infrastructure dite de Layer 1 en route vers l'écosystème Ethereum avec le Layer 2 zkVM. Aujourd'hui, en compagnie de Michael et Kevin, on va aborder des sujets tels que Origin avec la chaîne Substrat et comment Ternoa apporte une solution sécurité avec Fortress. Puis on parlera de l'Odyssée avec l'expansion de Ternoa avec le Layer 2. On parlera aussi des partenariats, de l'onboarding d'une nouvelle communauté et de marketing. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bonjour Michael, bonjour Kevin. Salut Kevin, salut Bouchra. Salut Mika, salut Bouchra. Ça va? Écoute, ça va. Kevin, c'est la 3e fois qu'on se voit physiquement, je crois. Ouais. C'est un plaisir de te voir, de t'accueillir. Pareil, merci pour l'invitation. T'en prie, premier podcast. Et nous, Bouchra, on se voit pas beaucoup plus, mais une fois par mois par là. Vous connaissez Bouchra qui est notre face dans les vidéos depuis à peu près juillet. Depuis juillet, ouais. Donc vous découvrez peut-être qu'elle parle français, mais oui, elle parle. Elle est française. Un petit peu. Un petit peu française. Et Kevin, tout le monde connaît Kevin qui est là depuis le début, qui n'est pas community manager, malgré ce que tout le monde pense sur les réseaux, qui est quoi, Head of Community. C'est ça, moi je gère la communauté, le support, je suis un petit peu l'interface entre l'équipe de Ternoa et la communauté pour essayer de faire remonter les problèmes et prendre soin de notre communauté. Très reconnu pour sa patience. Oh, il y en a d'autres qui l'ont aussi, je pense à nos Angels, notamment à Xavier, qui est très présent dans le chat avec la communauté qu'on connaît très bien, qui ont une patience légendaire et on les remercie au passage. Donc comme dans l'introduction, comme tu es précisé Bouchra, cette vidéo, on va la faire en français parce qu'il y a énormément de questions qui sont venues de la communauté francophone. Et la semaine prochaine, on va commencer à rediffuser des shorts de cette vidéo en anglais ou refaire une autre vidéo en anglais. Et à la suite de cette vidéo, on aura un amas, pareil, en français ou en anglais en fonction des questions et des personnes qui ont posé les questions. Alors Bouchra, il y a quoi aujourd'hui au menu du jour? On commence par quoi? Alors le sujet Ternoa, pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, comment est-ce qu'on définirait Ternoa? Alors Ternoa, on peut l'imaginer comme un consortium de réseaux. Donc aujourd'hui avec 2 réseaux. Donc la blockchain Substrate, donc que vous connaissez, la partie émergée de l'iceberg. Et la partie immergée, on va dire, oui, on peut la voir comme ça, c'est la Fortress. Donc on vous a présenté la Fortress il y a pas longtemps. À l'origine, on parlait que de Ternoa dans sa globalité, mais on a segmenté les deux. Justement, on va parler après du futur Ternoa avec la zkVM. Et donc il a fallu qu'on sépare les deux pour que les gens comprennent bien. Donc on va commencer par la blockchain, par Layer 1 que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'est une base Substrate, un framework qu'on a utilisé aujourd'hui pour développer une blockchain. Qu'est-ce qu'un framework? Un framework, c'est un kit de code, on va dire, qui va permettre de développer plus rapidement une blockchain, dans notre cas une blockchain. Donc ce code Substrate est développé par Parity, donc dans la famille de Polkadot. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'arrivent pas à imaginer un petit peu ce qu'est un framework, on va prendre l'exemple de WordPress. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être 90% des sites, alors peut-être plus maintenant, mais à l'époque, c'était 90% des blogs ou des sites, on va dire, basiques e-commerce qui étaient développés avec des frameworks, soit WordPress, soit Shopify à l'époque. Les gens ne développaient pas from scratch. L'avantage que ça apporte d'utiliser un framework, c'est que tu as un code qui est audité par des cabinets, qui est développé par des experts, et donc tu pars pas de rien. Tu pars d'un code qui est déjà des bases qui sont solides. Et donc on a fait pareil pour Ternoa. Donc on a pris ce framework et on a développé des briques à l'intérieur. Les briques qu'on a développées, ça va être le secret, donc de pouvoir protéger du contenu grâce à notre blockchain. Et après le SDK qui permet à n'importe qui facilement de pouvoir utiliser la technologie blockchain. Et majoritairement toutes les personnes aujourd'hui au Labs, tous les projets accompagnés par le Labs utilisent le SDK. Donc cette première partie,
donc qui est la porte d'accès, on va dire, à notre technologie. Et la seconde partie, la partie immergée, la forteresse, imaginez-le comme un trousseau de clés décentralisé. Ok, décentralisé parce que c'est un réseau. Donc on a imaginé un réseau avec plusieurs ordinateurs. Chaque ordinateur détient une partie de la clé. Et seul le wallet qui a la propriété de cette clé a le droit de la récupérer. Donc ce qui permet de protéger des données, de prouver que la personne qui peut déchiffrer ces données a changé. Bref, très simplement, en vulgarisant, c'est comme ça. Est-ce que ça équivaut à le secret sharing algorithm? Alors le secret shamir, en fait, c'est la partie d'avant. C'est là, on a le réseau qui va détenir les clés, et le secret shamir, c'est l'algorithme qui va permettre de les couper et de le recomposer, même si on n'a pas l'intégralité des clés. C'est une bonne question, parce que donc, notre network aujourd'hui fonctionne comme ça, donc on utilise le secret shamir. Ça veut dire que si un nœud tombe, on peut quand même recomposer le secret. On a créé un système de cluster. Donc, c'est-à-dire qu'on a les nodes qui détiennent les clés ont la capacité de communiquer avec un espèce de jumeau pour lui donner cette information-là aussi. Donc, même si un nœud tombe, la bout de clé, elle est stockée ailleurs aussi. Et on utilise donc les TEAS, Trusted Executed Environment. Très dur à dire, TEAS. Les enclaves, je préfère dire enclaves. Donc, c'est cette fameuse petite partie dans le computer, dans l'ordinateur, où on va glisser un programme, mais le programme ne peut ni être extrait, ni être corrompu, ni être lu. Donc, on sait qu'il exécute quelque chose, on sait ce qu'il va exécuter parce que c'est open source, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Donc, c'est lui qui va garder les clés, qui va permettre de redonner, etc. Et je pense qu'un jour, ce serait intéressant de faire une session de comment on fait pour hacker. Oui. Comment on fait pour hacker la technologie Terre Noire ? Parce que rien n'est impossible à hacker. Après, c'est juste la difficulté du hack et la récompense que tu vas avoir en le hackant. Et je pense que ce serait vachement intéressant, parce que bien entendu, on a travaillé énormément là-dessus avec les meilleurs, aussi de savoir comment on peut être attaqué et comment on pourrait hacker la solution. Mais ce serait marrant de faire une session là-dessus, parce que isolément, l'enclave peut être mal utilisée. Il y a eu des blockchains qui utilisaient les TIS qui ont été hackés, mais on n'utilise pas comme ça. On n'exécute rien, on n'exécute pas, on garde pas la blockchain à l'intérieur. On en fait une utilisation bien particulière, plus sécurisée, qui, même si un hack arrivait sur un nœud, ça n'aurait aucun impact sur Terre Noire. On a Amine dans l'équipe, qui est du coup notre expert hardware security, et je pense que ça serait intéressant de faire un point avec lui. Alors, il faudra s'accrocher pour ceux qui voudront suivre, mais ça peut être intéressant de faire un point, enfin une vidéo tech un peu plus dédiée sur ce point-là avec Amine, et parler de hack, de sécurité, etc. sur la partie des enclaves. Il en sait pas mal. Alors, je te rassure, on est beaucoup à avoir des difficultés à comprendre au premier coup la partie technique, parce qu'il est vraiment très, 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 très technique. Et il a un niveau de ouf. Et c'est vrai que voilà, parfois, faut s'accrocher. Je pense qu'il faut prendre un traducteur vulgarisation avec lui, si tu le fais venir, parce que c'est hyper compliqué. Moi, ce que je fais en général, c'est lorsqu'il m'envoie un texte, je le prends et je le passe dans le ChatGPT, et je demande à ChatGPT qu'il m'explique ce qu'il a dit, mais en plus simple. Ça marche pas tout le temps, mais parfois j'y arrive. Même ChatGPT te retourne le petit truc d'erreur des fois. Je peux pas, je comprends pas. C'est ça. Et on en reparlera un petit peu plus tard aussi, mais ce qui est important, c'est que là, tu as décrit un petit peu à comment fonctionnaient ces enclaves aujourd'hui, donc principalement pour la gestion des clés. Et au final, on a découvert qu'on peut l'utiliser pour d'autres cas d'usage, et notamment donc, du coup, apporter une solution sur Ethereum avec la partie des preuves à poster sur les layers 1. Le futur va nous permettre d'avoir d'autres utilisations de ces enclaves, parce que finalement, tu peux exécuter ce que tu veux dedans. Il y a des blockchains qui utilisent les enclaves pour donner de la privacy. Donc, on a de connus, Fala, qui est dans la même famille que nous, Secret Network, qui sont sur Cosmos, Secret Network, qui utilisent aussi les enclaves, mais eux, ils l'utilisent pour l'exécution des smart contracts. Nous, on a vraiment, vu que le réseau est décentralisé et que ils communiquent que chaque nœud peut communiquer avec un autre nœud, on a des use cases qui sont des usages qui sont beaucoup plus importants. Le Layer 1 est la seule blockchain aujourd'hui qui a la capacité d'accéder à cette forteresse. Et aujourd'hui, on l'utilise pour quelque chose de très basique. Tu as un secret sur Terre Noire,
il va être splitté avec l'algorithme le secret de Shamir. Il va l'envoyer aux enclaves. Les enclaves vont détenir un bout de clé, ils vont les renvoyer ou pas, vont les stocker, vont communiquer avec la blockchain pour dire ok, j'ai bien reçu le bout de clé, je donne une confirmation, donc un retour. Et donc ça c'est open source et on peut l'utiliser. Donc on a un framework, donc Substrate, on a des palettes, donc on peut utiliser qui nous permettent d'ajouter des fonctionnalités. Et ensuite on a développé nos propres palettes pour pouvoir se connecter et s'interfacer avec cette forteresse. La différence, on va dire, entre Ternoa aujourd'hui et Don't Layer 1 et de la façon qu'on l'a pensé, c'était de pouvoir créer une blockchain qui va permettre à n'importe qui, très rapidement, de pouvoir utiliser cette technologie. Donc l'idée principale, au début de Ternoa, c'était de se dire, n'importe quel éditeur de jeux Web2 ou entreprise du monde du Web2 qui n'a pas de développeur en interne et qui n'a pas les capacités de pouvoir coder des smart contracts complexes, de pouvoir toucher ces utilisateurs-là et qu'ils aient accès facilement à notre technologie. Et depuis plus récemment, donc je vais pas tout lister les fonctionnalités NFT, même si on pourrait passer des heures à tout expliquer. Je crois que Bouchra le fait très bien dans les vidéos qu'on publie toutes les semaines. Et donc, à partir de maintenant, en plus de ces fonctionnalités, on va dire basiques au niveau des NFT, on a ouvert les smart contracts, on en parlera plus précisément dans quelques minutes. Mais voilà, donc un petit peu la big picture de ce qu'est la forteresse, notre Layer 1. Et je pense qu'on peut voir Ternoa comme un consortium de réseaux. Oui, justement, tu parlais des smart contracts. À quoi on peut s'attendre des smart contracts aujourd'hui avec Ternoa ? Les smart contracts, on les a passés au mainnet il y a quelques semaines. Kevin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça, donc on a commencé à bosser dessus dans cette fameuse phase Odyssée qu'on a lancée en juin dernier. Et donc les smart contracts, finalement, tu peux tout faire. Et on avait d'abord focalisé sur une roadmap qui était sans smart contracts pour pouvoir faire les premiers développements de l'application. Et là, on a ouvert les smart contracts pour permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi. Tu peux faire un DEX, tu peux faire des bridges, tu peux faire des applications plus poussées, du système de stacking. Enfin, tu peux tout imaginer. En fait, il n'y a pas de contraintes à l'imagination. Et petite aparté sur ce qu'on a vu récemment, et je ne pense pas que Bouchra, tu aies eu l'occasion de le voir. J'ai publié sur mon Medium en 2020 un article sur la vision de Ternoa, et on avait dans cet article parlé de Inc, de smart contract, donc ce qu'on a déployé. On parlait de la compatibilité avec l'écosystème Ethereum. Donc on réussit à suivre la roadmap ou la vision globale de Ternoa. Malgré que certains pensent que c'est des pièces rajoutées, donc les smart contracts c'était prévu depuis le début, mais c'est vrai que c'était pas sur la première roadmap ni le EVM, mais c'était dans les fondations, dans l'ADN. Et je crois que c'est l'un des premiers posts que j'ai posté sur Ternoa où on avait déjà cette vision de vouloir prendre cette direction. Ouais, je pense que c'est important de le mentionner parce que parfois on pourrait croire que on pourrait prendre ça pour de l'opportunisme, alors qu'en fait Ternoa ne fait que s'adapter. Il y avait une vision de base qui était là, donc tu parlais des smart contracts, de l'interopérabilité, de EVM. C'était pas exactement décrit de la manière que ça serait fait, mais l'idée était là déjà à la base. Et c'est important de voir qu'au final, on ne fait que s'adapter au marché et profiter de la technologie qu'on a en fonction des retours que tu peux avoir lorsque tu rencontres des personnes sur des forums ou des rendez-vous professionnels. Après, être opportuniste dans le milieu professionnel, je ne vois pas comme un défaut. Exactement. Je vois comme une qualité. Après, non, tu as opportuniste, c'est-à-dire savoir saisir une opportunité et surfer sur une vague pour faire un buzz ou pour profiter de quelque chose. Et on a vu le même problème avec les NFT, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Dans la roadmap aussi, dans la vision de Ternoa, on a utilisé les NFT pour cacher le secret. Et juste après ça, on a eu la vague des NFT qui est apparue, donc on avait cette vision et interprétation en avance, et voilà, on nous avait aussi un petit peu critiqué là-dessus, alors qu'on avait déjà dans les papiers cette vision et cette volonté d'utiliser les NFT pour en faire les fameux secrets, les fameuses capsules qu'on utilise aujourd'hui, qui sont en prod, qui sont livrées avec l'application Time Guardian et qu'on vous invite à utiliser si vous ne l'avez pas encore utilisé. Et maintenant d'ailleurs, on voit que les projets reviennent sur du NFT utilitaire, chose que Ternoa fait depuis le début. Donc on va beaucoup moins vers des NFT, PFP, etc. et de plus en plus vers du NFT utilitaire. Et ça, c'est intéressant aussi. Avec l'annonce des smart contracts, on a aussi eu le programme Ronin qui offrait jusque 111 000 caps aux finalistes des 6 missions. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? J'applaudis, le Ronin n'est pas le Ronin, bravo. Je te laisse. Ronin. Non, c'est bien, ça c'est Ronin, mais tout le monde le prononce Ronin. Moi je dis Ça Ronin. dépend où t'es dans le monde. En Espagne, c'est Ronin.
Donc oui, le programme Rogni, on l'a lancé donc, il y a quelques semaines. Le but, en fait, était de faire découvrir la technologie des smart contracts Inc., qui est différente de celle qui est peut-être la plus connue aujourd'hui dans l'écosystème blockchain, qui est Solidity. C'est un langage de smart contract qui est plutôt dédié à la chaîne Ethereum. Et nous, en fait, on a sur Polkadot ce langage Inc. Et le but, donc, c'était d'essayer d'attirer une communauté de développeurs de smart contracts existants, principalement communauté sur Solidity, et de leur faire découvrir ce langage Inc. qui, au final, apporte des points positifs par rapport à Solidity. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je suis moi-même pas développeur, mais c'était vraiment le but d'aller crescendo, et donc on a proposé des missions au départ très simples et accessibles à beaucoup de gens de la communauté, où il fallait juste déployer un smart contract, l'utiliser, puis ensuite il fallait le compiler, puis ensuite il fallait modifier le smart contract. Et forcément, la dernière mission revient à créer un smart contract depuis zéro. Et on a eu beaucoup de retours positifs de la communauté, parce que des gens qui sont dans l'écosystème blockchain depuis longtemps entendent parler de smart contract, mais n'ont jamais eu l'occasion de lancer un smart contract ou de compiler un smart contract. Et grâce à Ternoa, pour la première fois, ils ont pu le faire. Alors, ce ne sont pas forcément des développeurs, tu n'as pas des gens qui vont faire un projet demain, mais il y avait cette satisfaction de dire j'ai réussi à déployer un smart contract dans ma vie, et grâce à Inc et Ternoa, du coup, ça a été rendu facile. Je pense qu'on a eu des retours plutôt très positifs là-dessus, et j'espère qu'on va pouvoir continuer ce programme pour l'amener un peu plus loin avec notre nouvelle communauté de développeurs. Avec le lancement Odyssey qui marque l'expansion de Ternoa, on a eu cette annonce de Ternoa Layer 2 Ethereum. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Et qu'est-ce que Ternoa apporte avec ce ZK Layer 2? Grande question, grand terrain de jeu. Donc on a en effet annoncé il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus, ce ZK EVM, ce Layer 2. On a d'abord annoncé le Layer 2 avant d'annoncer ZK EVM. Et je vais revenir un petit peu en arrière pour vous raconter comment ça s'est passé. Donc quand on a annoncé la phase Odyssey en juin dernier, donc on l'avait imaginé comme une Odyssée, donc de partir un petit peu, voir les utilisateurs et voir les autres écosystèmes, de savoir comment on pouvait faire évoluer Ternoa et la faire avancer. On a été voir, donc, essayer d'identifier les freins majeurs des gens qui ne venaient pas sur Ternoa et leur demander quels étaient vos freins, ou des départs de gens qui étaient sur Ternoa et qui sont partis. La majorité des réponses qu'on a eues à ce moment-là, c'était on a des développeurs Solidity, on n'a pas de compétences pour faire autre chose, on a besoin d'une blockchain IVM compatible. Donc on a eu cette première envie d'accélérer sur la partie de la compatibilité avec EVM pour ces raisons-là. Alors pour les OG qui nous suivent, on a parlé de Keeper, vous devez vous rappeler de Keeper, c'est une vision finale qu'on va avoir sur l'utilisation de la blockchain Ternoa. Mais à plus court terme, on a ce besoin d'être compatible avec plus de développeurs, d'être pouvoir être utilisé par le plus de développeurs, et pas simplement par des développeurs du Web 2 ou des développeurs qui ont des compétences, basiques en JavaScript, donc ce qui correspondait à Substrate. Donc on a eu ce premier retour qui nous a fait réfléchir. Et on a rencontré pas mal de cofondateurs de projets de blockchain dans le top 10, à qui on a eu énormément de chance de pouvoir présenter Ternoa, pitcher Ternoa. Et juste cette rencontre, alors maintenant on peut l'annoncer parce qu'on ne pouvait pas il y a 2 semaines. Aujourd'hui on est mardi, on tourne la vidéo et vous allez avoir l'annonce en même temps, donc on peut en parler. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer le cofondateur de Polygon, Anurag, qui a passé beaucoup de temps avec nous pour nous expliquer Avail, pour écouter comment présenter Ternoa. Et il m'a dit, texto, votre forteresse, elle n'existe pas dans l'écosystème Ethereum, elle peut vraiment résoudre un problème majeur qu'on a sur la privacy, il faut absolument que vous deveniez un layer 2 d'Ethereum. Il nous a gentiment donné un peu de temps pour identifier quelles étaient les solutions existantes sur le marché et qu'est-ce qu'on pouvait faire. On parle de ZK EVM aujourd'hui, on aura beaucoup plus d'informations à vous donner prochainement, mais on travaille encore aujourd'hui on est en discussion avec des partenaires pour être un petit peu plus précis sur exactement quel type de ZK EVM on va pouvoir utiliser. Le second point qui nous emmène vers la technologie aussi Ethereum de devenir un layer 2 dit, c'est que on peut faire d'autres choses que simplement gérer la privacy avec nos enclaves sur Ethereum. Et aujourd'hui, donc, le layer 2 qu'on va proposer, donc le ZK EVM, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais il y a une preuve qui est faite par le ZK, et les systèmes d'enclave de Ternoa va pouvoir ajouter et créer une seconde preuve, donc on appelait ça le multiproof, à un ZK EVM qui utilise la preuve Snax.
Désolé, j'ai sorti les mots techniques. Et donc, on n'aura pas simplement, on va dire, un ZK EVM classique, on va avoir un ZK EVM qui va être une variante de ce qui est proposé, mais plus sécurisée, plus performante. Je pense peut-être ce qui peut être intéressant pour les gens de la communauté qui ne connaissent pas trop le concept de Layer 2 et Layer 1, moi j'aime bien le simplifier en disant le Layer 2, le principe c'est qu'il va se passer des transactions dessus. Et cette preuve dont tu parles, en fait, c'est le Layer 2 doit générer une preuve que les transactions ont bien été faites, qu'elles sont valides. Et c'est cette preuve-là qu'on va venir poster sur le Layer 1. Plutôt que de poster toutes les transactions individuellement qui prennent la place, qui a un coût et qui pose des problèmes de scalabilité du coup sur Ethereum, on va venir englober toutes ces transactions dans un bundle et venir déposer une preuve sur le layer 1 que ces transactions ont bien été faites sur le Layer 2. Et donc c'est cette preuve-là dont tu parles, où Ternoa, et grâce à notre forteresse, on apporte une nouvelle solution qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché et qui, d'un point de vue de personnes comme Anurag, est un point intéressant et quelque chose qui peut avoir une valeur. Alors il y a souvent la question, enfin dans le monde des experts, un petit peu moins dans le monde des gens qui découvrent tout ça, qui nous posent la question, est-ce qu'on est une roll-up ? Et on l'a encore vu récemment, une roll-up est un layer 2, mais un layer 2, pardon, et un layer 2 n'est pas forcément une roll-up. Du moment qu'on utilise une DA externe, c'est que c'est pas une roll-up. Et si tu n'utilises pas de DA, c'est que tu es une roll-up. Donc je différencierai les deux comme ça. Donc les ZK EVM Validium, donc ce qu'on va être, n'est pas une roll-up. Par contre, un ZK EVM roll-up qui n'utilise pas de DA externe est une roll-up. Donc nous, on va travailler, et on l'a annoncé donc avec Avail, donc on sera un Validium. On a besoin donc d'avoir de la data availability. Donc on avait plusieurs solutions et on a décidé de travailler avec Avail qui font à la fois la DA et la validity proof, ce que ne font pas forcément tous les autres. Et en projet, on va dire, où on pouvait aller se rapprocher et de faire la DA, on avait Eigenlayer et Celestia. Donc c'est les trois acteurs, Eigenlayer, Celestia et Avail. Et Avail nous a paru la solution la plus poussée, la plus performante. Et donc on a décidé de partir avec eux. Et je rappelle du coup qu'Anurag est le CEO, un des cofondateurs de Avail. Il est le main founder d'Avail, oui, c'est Anurag, et c'est l'ex-cofondateur de Polygon. On dit ex parce que quand les cofondateurs changent, ils ont faut rajouter il n'est plus actuellement le cofondateur de Polygon. Il a cofondé Polygon, mais c'est plus lui qui travaille sur Polygon. Sans rentrer dans le détail du coup de la data availability, parce que je ne serais pas capable de l'expliquer moi-même, mais ce qui est important à retenir, c'est que grâce à ce partenariat avec Avail, on devrait assez rapidement être compatible avec tout un tas de dApp et de wallets qui existent sur l'écosystème Ethereum. Donc intéressant pour nous. Encore une fois, on reprend le schéma qu'on avait fait avec Substrate. L'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible vers une solution qui est fonctionnelle. Et là, on va essayer de reproduire ce schéma-là avec le ZK EVM. J'aime bien aussi qu'on parle d'un autre point qui forcément fait partie des questions qui remontent de la communauté. On parle d'une nouvelle blockchain. Une blockchain fonctionne avec un coin en général. Donc du coup, la question naturelle qui vient se poser, c'est quel sera le coin qui sera adossé à cette blockchain, le ZK EVM. Est-ce que ça sera le CAPS? Est-ce que ça sera un nouveau? Comment ça va se passer? Alors oui, bien entendu, le Layer 2 ZK EVM utilisera aussi le CAPS. Donc les deux chaînes qui vont communiquer avec la forteresse utiliseront le CAPS en token natif, bien sûr. Très bien. Donc ça, je pense que c'est un point qui est assez important et qui montre du coup la vision de Ternoa de bien sûr continuer à évoluer et non pas un changement de direction comme certains auraient pu le penser. Pour revenir sur le ZK EVM, on avait cette volonté d'être à un moment donné compatible avec EVM forcément. Et on avait prévu de faire comme à l'époque ce qui se faisait sur les chaînes Layer 1, c'était comme Astar ou Moonbeam, c'est d'avoir son propre rendre sa blockchain compatible avec EVM, mais ça prend énormément de temps, c'est coûteux et c'est pas efficient parce que même eux aujourd'hui ils l'utilisent plus vraiment et ils font aussi leur propre layer 2. Donc c'était le moyen le moins coûteux, le plus rapide, le plus efficace, et avec l'évolution de la blockchain et qui part vers sa modularité, on pourra aussi en parler un petit peu plus tard. Le futur est ici. Pour moi, le futur sera composé de chaînes, de layer 2, beaucoup de layer 2. Après, c'est un petit peu la vision, je reviens sur notre layer 1. C'est la vision de Polkadot, la vision finale de Polkadot avec leur système de parachain, qui est un peu décrié en ce moment. Mais Polkadot 2.0 arrive et j'ai vraiment hâte que ça arrive.
où on a des layer 1 indépendants, des solo chain tant qu'ils sont solo chain, mais qui pourraient devenir layer 2 en se connectant à Polkadot. Layer 2, layer 1, layer 0, bon, ça c'est libre à chacun de l'interpréter comme il veut. Mais bref, d'utiliser la décentralisation de Polkadot et de pouvoir communiquer en fait les uns avec les autres. Et sur le ZK EVM, mais je vois un petit peu comme ça, c'est le virage que peut prendre aujourd'hui les blockchains, l'écosystème Ethereum pour proposer plus de scalabilité, plus de rapidité, plus de performance et de modularité. De plus en plus, c'est vrai qu'on parle de AppChain dans l'écosystème. Et du coup, Ternois, d'une certaine manière, pourrait être considéré vu comme une AppChain. C'est-à-dire que nous, on a une application grâce à cette forteresse-là, qui est justement le fait de pouvoir exécuter des programmes secrets, de gérer la privacy, gérer les clés. Et donc, du coup, en fait, ça serait l'applicatif Ternois. Et donc, on revient à la vraie valeur ajoutée en fait, qu'a créé Ternois depuis ces 2-3 dernières années, qui est cette forteresse qui à la base avait été créé pour la gestion des capsules et qu'on découvre petit à petit où en fait il y a tout un tas de cas d'usage, notamment là pour les layer 2 dans un premier temps, mais peut-être qu'on en découvrira d'autres par la suite. Et c'est vraiment la vraie force de Ternois. Tu as beaucoup de blockchains qui arrivent sans aucune valeur ajoutée. Je veux dire, prendre un ZK EVM, le démarrer et faire ta chaîne, aujourd'hui, enfin tu peux le faire avec Substrate, mais maintenant tu as le phénomène roll-up où tout le monde fait sa roll-up. Mais il n'apporte rien. Tu as beaucoup de chaînes qui n'apportent pas de valeur ajoutée, comme tu l'as dit. Nous, on a 2 valeurs ajoutées pour l'écosystème HIT. Ça va être d'apporter à n'importe quel layer 2 d'HIT de pouvoir utiliser le secret. Donc, tu as besoin d'utiliser de la confidentialité sur Polygon, sur HIT, sur Arbitrum, n'importe où. Tu peux utiliser le secret directement. Donc, on a une vraie valeur ajoutée, un vrai intérêt à venir chez nous. Et après, la façon qu'on va prouver et peut-être ajouter, mais pas peut-être, on va rajouter une sécurité certaine aux preuves aussi, aux ZK EVM qui existent aujourd'hui. On apporte vraiment quelque chose à cet écosystème. Tu parles de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres layer 2 qui utilisent du coup la technologie comme ça, des teas pour comparer? Alors oui, il y a 2 projets à ma connaissance qui utilisent la même dénomination, ZK EVM avec une proof tease, T-E-E. Je vais dire enclave, j'en ai marre d'appeler ça. J'en ai marre d'utiliser ce mot tease. Avec les enclaves, mais avec une différence majeure. On est les seuls à avoir réussi à décentraliser ce réseau d'enclaves. D'où le partenariat avec Intel, justement. C'est pour ça qu'on a eu ce partenariat. Et donc, c'est pas la chaîne qui va avoir d'embarquer une enclave avec un prover à l'intérieur. C'est un réseau complet qui va servir de prover, et donc avec tous les avantages qu'offre la décentralisation au niveau de la sécurité, au niveau de la gouvernance et au niveau de la transparence. On est conscient que c'est des sujets qui sont très tech et compliqués à vulgariser. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, et si la communauté ça vous intéresse, vous nous le dites en commentaire, mais on pourrait essayer de faire un format un peu plus long et spécifique sur les sujets tech liés au ZKEVM, notamment avec notre CTO peut-être, et puis pourquoi pas d'autres personnes de l'écosystème. Et si je peux rajouter quelque chose, par rapport justement à notre CTO, en fait quand j'ai eu la vision, j'ai un background tech, en entrepreneur tech, et j'ai eu cette vision pour Ternois, comment ça allait fonctionner, etc. Et on a embauché donc l'équipe qu'on a actuellement aujourd'hui, et ils ont embelli ce que j'avais en tête, parce qu'ils étaient plus compétents que moi. Moi, je suis le CEO, je comprends ce qu'on fait, mais j'ai pas leur expérience et leur background technique, donc bien entendu, et c'est pour moi ce que doit réussir tout CEO dans une entreprise, de réussir à avoir des personnes meilleures que lui dans chacun des domaines. Et quand on a été présenté, notre CTO était avec nous, aux différents acteurs de l'écosystème HIT, ce qu'on avait mis en place, et quand j'ai vu la surprise et le fait que que tout était en production, tout était fonctionné, les félicitations de tous ces acteurs majeurs de l'écosystème, j'étais très fier de mes équipes, de ce qu'ils avaient produit. C'était un moment, hallucinant de se dire, de réaliser, c'est en fait, putain, on l'a fait, quoi. On a réussi à le faire. Cette petite idée de départ qui était faite à l'origine simplement pour garder des secrets, aujourd'hui a réussi à convaincre des acteurs, des blockchains qui sont dans le top 10 parce qu'on a réussi à le faire.
j'étais très fier de ce que les équipes avaient fait. Et donc, je serais avec grand plaisir de faire des échanges avec Prabhu, avec Amine, avec Moshin, qui sont là depuis le début, qui ont imaginé et encore une fois enrichi ces idées, de faire un AMA avec eux, avec grand plaisir. Ouais, je pense que ça serait super intéressant, même pour des gens qui ne sont, je parlais de tech enthousiastes, un petit peu, voilà, comme mon profil, je ne suis pas dev, je n'ai pas un background tech, mais on s'intéresse à la technologie, on est curieux, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de conversation pour toujours apprendre un petit peu plus. C'est aussi ce qu'on essaye de faire avec la communauté Ternois. On est conscient qu'on n'a pas de base une communauté tech, mais on essaye de vous apprendre des choses au fur et à mesure qu'on peut. On apprend aussi nous-mêmes sur le tas parfois. Et on essaie de transmettre cette connaissance. Et donc, je pense que ça peut être intéressant, ce genre de format. Et le mot que je cherchais, c'était sublimer. Voilà, ils ont réussi à sublimer des idées simples et en faire ce qu'on est devenu aujourd'hui. Est-ce que tu as pris conscience vraiment de ce qu'ils ont fait, la forteresse, lors de ces différentes rencontres là récemment, ou tu avais vraiment conscience à 100% de tout ça avant même? J'ai pris conscience, je pense vraiment, je savais ce qui était fait, les niveaux de sécurité, etc. Mais en fait, on a avancé la tête dans le guidon. Donc, on faisait ça aller-retour R&D. Et j'ai eu notre CTO Prabhu qui s'est vraiment approprié le sujet à un moment donné. Et j'ai su que je pouvais ne plus être vraiment derrière lui à regarder ce qui se faisait. On faisait auditer. Donc voilà, j'avais une confiance, on va dire, envers l'équipe. Et c'est plus en le présentant, ou en l'écoutant le présenter, où j'ai vu cette réalisation en fait, on a fait quelque chose de monstrueux. On a fait quelque chose d'unique et monstrueux. Et de voir, mais je crois que c'est les réactions des interlocuteurs qui challengeaient et qui avaient un retour de l'équipe en non, mais ça c'est géré. La sécurité, ça on l'a géré de cette façon-là. Et ces allers-retours où, oui, je suis assis, j'ai pas envie de dire, j'avais envie de pleurer, mais limite, tu vois, de voir ce qu'ils avaient réussi à produire. Non, c'était un moment, très, très fort, en 2023. Ouais, je pense que c'est important de pouvoir savoir expliquer un projet, mais au-delà, c'est que c'est important d'être aussi capable de répondre à des challenges, et je suppose que vous les avez eus, parce qu'en face, il y a aussi des monstres techniques à qui vous avez pu présenter la solution, et être capable de pas seulement présenter quelque chose de fini, mais répondre à des challenges que eux, ça fait peut-être des années qu'ils réfléchissent à ça. C'est ça, je pense, que c'est tout qui est important en disant, Ternois, c'est pas juste une idée, là, c'est quelque chose qui est fini, qui est produit et qui fonctionne aujourd'hui, et qu'on est prêt à amener sur un next step. Et dans les acteurs qu'on a rencontrés, donc on va pas les lister, mais récemment, on va en parler prochainement, mais on a rencontré Starknet. Mais imaginez, de pouvoir présenter, il y a 2 ans, m'imaginer pouvoir présenter une solution avec des acteurs comme ça, mais c'était pas imaginable, c'était trop loin. Et maintenant, c'est palpable, on y est. Et on avance. On a parlé d'Avel, on a parlé d'Intel. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de manga? On a récemment eu cette annonce avec le studio Toho. Alors, en quoi consiste ce partnership et à quoi s'attendre? Alors, un petit peu de légèreté dans la discussion avec Toho. Ça va faire du bien, ça va nous reposer. Alors, Toho, je les ai abordés. Alors, il y a le Labs qui travaille sur les partenariats, mais certains partenaires, surtout les partenaires japonais, ils gèrent avec moi parce que je parle japonais. Donc, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec moi que de communiquer avec quelqu'un du Labs. Surtout que apprendre l'anglais quand on est japonais, c'est beaucoup plus dur que d'apprendre l'anglais quand on est français. Donc pour eux, la barrière de la langue est très importante. Donc j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, donc certains qui ont déjà été dévoilés, d'autres qui ne le sont pas. Et Toho, je les ai rencontrés en juin, je crois, juillet, et on a commencé à discuter du partenariat. Donc qu'est-ce que Toho aujourd'hui? Alors, très connu au Japon, on le nomme comme le 3e plus gros studio de films vidéo japonais, mais je ne sais pas si c'est le 1er, 2e ou 3e. Pour pas prendre de risques et pour pas prendre des messages sur internet, j'ai dit 3e, mais il y a pas c'est pas très clair en fait. Dans les stats, on n'a pas pu réussir à trouver. Même ChatGPT l'a pas pu me dire. Donc pourtant il est censé être très informé. Et donc c'est un studio majeur japonais. Je sais pas ce qu'on a en France comme studio de cinéma majeur. UGC, non, c'est pas UGC. Il y a Gaumont, c'est UGC, non? C'est pas UGC en fait. Pour moi, c'est les trucs de cinéma, ouais. Ça doit être peut-être l'équivalent Gaumont, on va dire. Gaumont Pâté. Ah oui, Gaumont Pâté, ouais. UGC, je crois que c'est juste une chaîne de cinéma. UGC, c'est les chaînes de cinéma, ouais. Pâté Gaumont. Oui, mais c'est dessins animés. Pardon? Gallimard, si je me trompe pas. Ah, mais là, c'est pas. En fait, si tu veux, Toho, ils font à la fois des dessins animés et des films. Et bref, ils sont connus chez nous pour Godzilla. Au Japon, ils ont fait plein de choses. Nous, on a surtout en mémoire le Godzilla qui a fait un carton en France. Et une petite anecdote, je me souviens de l'avoir vu quand j'ai vu la première fois Godzilla.
C'était au lycée et la prof nous avait emmené voir, je ne sais pas par quel miracle, emmené voir un film au cinéma. Le film n'était pas dispo, on s'est retrouvé à voir Godzilla. Donc j'ai un passif particulier avec, avec Godzilla. Et donc bref, c'est le studio qui a développé Godzilla. Et aujourd'hui, c'est un gros studio japonais à l'ancienne. Donc on ne peut pas vraiment tout dire sur le projet, ce qu'on doit faire. Je vais me limiter, me cantonner dans ce que j'ai le droit de dire aujourd'hui avec ce studio-là. Il y a plusieurs jeux dans lesquels, contractuellement, ils se sont engagés à développer sur Terre Noire, donc le core game. Aujourd'hui, c'était censé être sur le substrate. Je pense que ça va rester sur le substrate. On a fait des travaux ensemble et tout est prévu pour être fait comme ça. 3 jeux, normalement. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais voilà. C'est en français, j'espère que ça ne va pas fuiter. Parle pas. Et bref, normalement, voilà, plusieurs jeux. Leur marketing devrait commencer en février. On l'a annoncé, il y a le compte Twitter qui existe, un jeu très très attendu, et donc il y aura non, en fait je ne vais pas lire, donc c'est tout ce que vous allez pouvoir me tirer. Ouais, il y a plein de choses qui vont arriver, grosse campagne marketing qui arrive, aussi le projet qui va être dévoilé, parce que je sais ce que c'est le projet, mais ça n'a pas encore été présenté, donc je leur laisse le plaisir de le présenter. Et après voilà, autant en France c'est long, autant en Japon c'est très très long, c'est la culture japonaise qui fait que c'est très long dans la négociation, dans la discussion et après dans l'exécution, parce que y a sa hiérarchie à la japonaise où c'est très 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 long. Et dans mon ancienne vie d'entrepreneur justement, où j'ai eu un projet dans l'immobilier, je suis allé pour voir le même client avant de signer un contrat, mais d'aller voir au Japon 5-6 fois, peut-être même plus, pour rencontrer le numéro 1, l'équipe numéro 2. Et donc pour chaque move que tu veux faire là-bas, ça prend 1 an, 2 ans, quoi. D'accord. Donc c'est le cas aussi avec certains, pour le lab en France, oui. Mais ça se cantonne quand même, tu vois, à 6 mois, 1 an. Là au Japon, ça peut être beaucoup plus long. Et les partenaires japonais sont très précieux. Tu peux pas te tromper avec eux. Tu peux pas ne pas réussir à faire ce qu'ils veulent, parce qu'après tu es grillé totalement sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'on avance aussi en essayant de trouver les gros acteurs. Donc on a aussi le jeu du loup-garou, ouais, qu'on a annoncé. Alors c'est faire partie d'un petit peu de mes frustrations de ce type de choses. Tu vois, le Toho, qui est le studio le plus connu au Japon, et qui n'a pas vraiment peu de réaction, tu vois, autour de la communauté, notre communauté. Werewolf, il y a 1 million de joueurs actifs, c'est l'un des jeux les plus connus dans le monde. La personne qui fait le jeu a la licence du jeu Werewolf. Ils vont build sur Terre Noire, ils ont commencé à travailler avec nous. Alors ils sont dans une phase d'acquisition, donc ils sont obligés d'aller voir un petit peu les écosystèmes pour en prendre des joueurs, mais ça a été une belle annonce aussi qu'on a faite au niveau du lab, et qui a été accueillie pas à la hauteur de mes espérances. C'était un partenariat qui a été très très long à négocier, quoi. Je vais me faire la voix de la communauté et peut-être qu'on pourra avoir quelques réponses. Je pense que ce qui est aussi frustrant d'un point de vue de la communauté Terre Noire, c'est des annonces qui du coup ils ne voient pas forcément concrètement à quoi s'attendre. Et c'est que toi tu as la vision, tu connais le projet, tu sais où ils vont, tu sais où tu vas. Et du coup, on a du mal parfois à faire descendre cette information-là, parfois parce que c'est des choses que tu ne peux pas dire, parfois aussi c'est parce qu'on va trop vite. Est-ce que tu pourrais, je vais aller chercher les leaks, comme on sait que parfois on y arrive, mais est-ce que déjà, en quoi ça va consister? Est-ce qu'il va y avoir une vraie utilisation de la blockchain par ce jeu-là? Est-ce que c'est juste un partenariat marketing? Est-ce que Toho va parler de Terre Noire à un moment donné? Comment se présente du coup ce partenariat-là et comment ça va fonctionner dans ce que tu peux nous dire? Alors donc Toho ont un projet qui s'appelle Mofu Caravan. Si vous voulez des informations, je ne peux pas vous le lire, allez voir sur internet, il y a quelques leaks justement. Ce site va annoncer le partenariat avec Terre Noire, et ce n'est pas un partenariat marketing, ils ont un engagement de développement sur Terre Noire. Donc on a travaillé sur la structure justement sur Substrate, de comment va fonctionner le projet sur Terre Noire. Après, on n'a pas la main sur les deadlines, on devait faire l'annonce de Toho, je crois, en septembre, hein, donc t'imagines le délai. Donc aujourd'hui, je ne peux pas te donner plus d'informations ni de deadline, parce que c'est totalement impossible, c'est pas entre mes mains. Et pour revenir du coup sur The Wolf aussi que tu as parlé, donc on a commencé à faire un jeu avec eux. Est-ce que là-dessus, c'est pareil? Est-ce qu'il y a une prochaine étape qui est prévue? Est-ce qu'on sait où on va? Est-ce qu'il y aura une utilisation de la blockchain sur ce jeu ou pas? Alors,
Le jeu du Warwolf, donc ils ont fait un mini-jeu sur Terre. Le jeu final va être sur Terre Noire. Ce sera un jeu, alors pareil, c'est pas annoncé, où il y aura une utilisation mineure de la blockchain, parce que ça reste une application qui est, on va dire, plus Web 2 à l'origine. Donc ça utilisera Terre Noire, mais ce sera pas quelque chose qui va faire 1 million de transactions à la journée. C'est pas le but. Aujourd'hui, ils ont commencé par Terre Noire à faire un mini-jeu. C'est la blockchain qui va être utilisée à la fin, mais ils sont obligés d'aller explorer les autres communautés pour pouvoir un petit peu fédérer plus de monde sur leurs joueurs. Ils ont une stratégie en place qui va être relancée dans les semaines qui suivent pour de l'onboarding plus puissant. Ils ont été impressionnés par notre communauté, bien entendu, et donc ils veulent refaire. Ils ont un jeu qu'ils veulent refaire sur Terre Noire aussi, ils veulent offrir des choses à notre communauté. C'est en cours de discussion et d'implémentation, comme on a une actualité assez chargée en ce moment. On n'a pas encore réussi à trouver comment on allait pouvoir fonctionner ensemble, mais ça va se faire, ouais, ça va se faire. Alors on parlait partenariat, Terre Noire est maintenant sur le marketplace Intel. Qu'est-ce que ça veut dire pour Terre Noire ? Oui, en effet, donc du coup, on est sur la marketplace de Intel et je pense qu'on est la première blockchain layer 1 d'ailleurs qui a ce partenariat. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire qu'on est reconnu. On est reconnu par Intel pour notre technologie d'enclave, de tease qu'on a créée. Et donc du coup, on apporte cette solution qui aujourd'hui est disponible sur la marketplace de Intel, ce qui veut dire que demain, on peut avoir des acteurs qui ont besoin d'une solution de Key Management System, par exemple, et dans le choix des différentes solutions proposées par Intel, on peut voir la solution de Terre Noire. Donc c'est un partenariat qui est très important, parce que ça nous ouvre une voie un petit peu B2B, un petit peu même hors dehors de la blockchain, donc pourquoi pas imaginer même des cas d'usage de la forteresse en dehors de la blockchain. Et c'est un partenariat qui est très important, ne serait-ce que parce que Intel, tout le monde connaît Intel. À peu près tout le monde a des processeurs Intel dans leurs ordinateurs. Et avoir Terre Noire reconnu là-dedans, je pense que c'est très important. Et j'ajouterais qu'ils sont très exigeants avant de donner le statut de partenaire au projet avec qui ils travaillent. Donc on a le Gold Partnership, donc c'est le plus haut, je pense. Il y a peut-être le Platinum au-dessus. Ouais, il y a peut-être le Platinum. En tout cas, voilà, c'est un grade quand même assez élevé. Et ne devient pas partenaire qui le vend en remplissant un formulaire. Et non plus en payant, puisqu'on a eu la question de la communauté, est-ce qu'il suffit de payer pour être Gold Partner ? Non, ce n'est pas un partenariat où on paye. C'est un partenariat où il faut monter un dossier, on est reconnu et validé par Intel. Les gens qui veulent utiliser cette technologie, Intel vont sur le site pour justement identifier les partenaires. Donc ils ne peuvent pas mettre en avant des partenaires qu'ils n'ont pas audités, sur lesquels ils n'ont pas contrôlé la tech. Donc bien entendu, ils ont fait ce travail d'audit avant, de nous mettre en avant et d'envoyer des gens chez nous. Alors du coup, est-ce qu'on peut rebondir sur le sujet onboarding quand on parle de nodes Zenora, de hub, de validateur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai qu'on est dans une étape, maintenant on essaie de faire une acquisition d'une communauté beaucoup plus tech, parce que au final, ce qu'on a besoin aujourd'hui maintenant sur Terre Noire, sur l'écosystème Terre Noire, que ce soit aussi bien la partie Substrate que la partie ZKVM, on a besoin de gens qui viennent build. Donc du coup, on a lancé tout un tas de programmes. Donc tu as parlé des nodes Zenora. Donc on a lancé ce programme où on invite des personnes à lancer des nodes dans un premier temps. On va voir un petit peu plus tard comment on amène ce projet, où c'est qu'on l'amène. On en a parlé tout à l'heure aussi rapidement avec Ronin. On essaie d'attirer une communauté plutôt là de développeurs, de smart contracts. Et avec le hub, on va attirer plutôt une communauté de personnes qui sont là pour staker du CAPS, d'avoir des rewards, etc. Donc on essaie de faire tout un planning d'acquisition de nouvelles communautés, puisqu'on est conscient qu'aujourd'hui on a besoin d'attirer une nouvelle communauté, tout en continuant de prendre soin de notre communauté actuelle, bien évidemment. Et donc on essaie d'aller vraiment dans cette direction le plus possible, et on monte des programmes comme ça pour essayer d'incentiver que ce soit des développeurs, des personnes qui lancent des nodes, ou aussi des personnes qui viennent utiliser du CAPS sur l'écosystème. Alors, est-ce qu'on passe au thème le plus attendu, le marketing, en termes d'influenceurs et de partenariats ? Oui, je pense que c'est un sujet qui est très attendu, forcément. On nous demande assez régulièrement quand est-ce qu'on va commencer le marketing. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme un bouton qu'on appuie et marketing. C'est quelque chose qui est déjà en cours. Et un marketing, ce n'est pas seulement juste payer les influenceurs pour qu'ils parlent du token. Mais pour nous, le marketing, la vision qu'on a, c'est une partie d'acquisition, acquérir une nouvelle communauté. Et donc ça, on le fait à travers aussi bien des programmes qu'on lance en interne. Donc on a parlé tout à l'heure du Hub, on a parlé des Ronin, on a parlé des Zenora. Donc ça, c'est des programmes qui servent à acquérir une nouvelle communauté. Et donc du coup, c'est du budget marketing qui va dans ces programmes-là. Et ensuite, on a une partie partenariat
Donc, on a parlé de Avail et de Toho. C'est des partenaires, des grands noms qui, du coup, vont forcément parler de Terre-Noire et nous font découvrir par l'écosystème et par des nouvelles personnes. Donc, pour moi, ça, c'est du marketing, même si on va aller un peu plus loin. Comment fonctionne le marketing? Alors, c'est vrai que payer des influenceurs pour du marketing, il faut faire du marketing, mais après, ça peut nous être reproché d'avoir payé des influenceurs pour faire du marketing. Donc nous, on doit jongler avec ces deux choses-là. Donc les influenceurs, et encore une fois, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais ça permet à tout le monde de combler j'aime pas le mot call non plus, mais les partenaires, on va dire, dans l'écosystème blockchain qui a travaillé avec nous et qui sont là depuis le début, ont eu le droit d'investir dans le CAPS en pré-sales. Point. Donc tous les partenaires qui ont un jour parlé de Terre-Noire, et même c'était pareil au Japon. Au Japon, on a payé quelques influenceurs en USDT, mais c'est des sommes ridicules pour les micro-influenceurs. Mais les vrais influenceurs, on les embarque. On leur dit pas, on te donne 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, et tu parles de nous. Ça nous sert pas. Ça nous sert pas parce que l'influenceur, il est pas incentivé pour ça. Il prend son billet. Ça peut convenir à certains petits influx, on va dire, qui commencent dans ce domaine. Mais ça ne convient pas, on va dire, aux personnes qui sont un petit peu plus importantes sur la place. Et moi, j'ai un nombre d'influx, même en France aujourd'hui, monstrueux avec qui on ne travaille pas parce que notre schéma ne leur convient pas. Certains n'ont plus de CAPS aujourd'hui, d'autres l'ont. Et un gros influenceur américain que je ne citerai pas, l'un des plus gros influenceurs américains, si ce n'est pas le plus gros influenceur, qui détient du CAPS, on ne lui a jamais airdroppé, offert, envoyé ou payé en CAPS pour quoi que ce soit. Je tiens à être clair parce que ça revient. Et il y a quelque chose qui s'est installé que j'ai appris en échangeant avec un des influenceurs crypto. Voilà, j'ai utilisé le mot. Je pourrais le citer, mais voilà, un des récents, je ne vais pas le citer parce que je ne vais pas demander la permission, mais un récent qui fait assez spécialisé dans les NFT que j'écoute quasiment tous les jours parce qu'il y a toute une nouvelle génération qui est arrivée avec du contenu qui est super intéressant. Bref, qui m'a dit, mais en fait c'est connu, Terre-Noire airdrop des NFT aux influenceurs. Mais non, en fait, c'est quelque chose qui s'est instauré alors que c'est pas vrai. Mais du moment que vous voyez le logo d'un influenceur sur notre site affiché en gros partout, croyez-moi qu'on le fait parce qu'on a le droit de le faire. On va pas s'amuser à prendre des logos de gens, de les mettre là en disant voilà, c'est bon, ils travaillent avec nous. Je suis pas fou, hein. Terre-Noire, c'est en France, on va prendre un procès, enfin c'est même pas imaginable. Donc voilà, en parlant des influenceurs, je voulais juste aller sur ce petit point parce qu'en plus c'est récent, ouais. Et j'ai été choqué de voir, d'apprendre que c'était quelque chose qui était maintenant dans le marbre. Non, en fait, ils airdrop des tokens. Non, ça se fait pas. Et comme tu disais, le marketing, en effet, c'est pas appuyer sur un bouton et ça part. Donc, on a eu une opportunité, on parlait d'opportunisme tout à l'heure au Japon, du fait que je parle la langue, du fait que j'ai une affinité avec ce pays, que je comprends la culture, d'avoir ce gros boom qu'on a eu au Japon l'année dernière, et le fait de réussir à embarquer ce monde-là. Aujourd'hui, on a une stratégie qui est un petit peu différente, parce que notre état d'avancement nous permet de le faire. Ça va être de faire de l'acquisition grâce à des gens avec qui on va travailler, avec une nouvelle communauté. Parce que c'est ça qui va faire acheter du CAPS. On parlait tout à l'heure de l'achat de CAPS. C'est le fait que des gens vont découvrir le produit et vont s'intéresser au produit et vont le comprendre. Aujourd'hui, on a un message qui est clair. On a des partenaires qu'on va encore continuer à avancer, qui sont experts dans leur domaine, qui vont nous faire gagner en visibilité. Et on va avancer comme ça. Mais il est là le marketing en fait. On a l'onboarding des communautés, des développeurs, des gens qui suivent d'autres projets qui vont nous découvrir. Mais voilà, il n'y a pas de bouton magique, hop, j'appuie et je fais venir du monde. Mais c'est un travail monstrueux. Et on voit que, comment dire, de l'extérieur, on pourrait penser qu'on ne fait pas de marketing. Mais en fait, c'est prédominant sur une blockchain de faire du marketing. C'est prédominant. Tu peux pas, la tech, c'est difficile à comprendre. Tu peux pas embarquer des gens juste avec une jolie tech. Tu as forcément un effort de communication autour de ton projet, de vulgarisation. La communication, ça fait partie du marketing. Et voilà, c'est un travail de tous les jours. Et chaque tweet qu'on fait, on pense à ça. Qu'est-ce qui va convaincre dans ce tweet à adhérer à notre communauté? Donc, tout est pensé, on travaille activement dessus. Et je pense qu'aussi, il y a une partie du marketing qui n'est pas forcément vue par la communauté, qui correspond à tous les rendez-vous que toi ou Clément, Martin, vous pouvez avoir
avec des personnes de l'écosystème blockchain, aller rencontrer les gens, aller pitcher Terre-Noire à droite, à gauche, etc. C'est du marketing qui n'est pas forcément visible, mais qui est tout aussi important parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir certaines connexions. On en a parlé tout à l'heure, donc notamment avec ta rencontre avec Anurag, qui nous amène là où on est aujourd'hui. C'est du marketing et c'est très important, même si ça n'apparaît pas sur Twitter. En fait, je ne crois pas une seule seconde à faire une stratégie où on va dépenser de l'argent pour être dans Cointelegraph Russie ou dans Cointelegraph India. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, dans le Web3 du moins, c'est un domaine qui est très particulier et les règles du Web2 ne sont pas applicables dans le Web3. Parce qu'on ne vend pas un produit. On veut que des gens comprennent le projet et viennent dans notre communauté. Donc la démarche est beaucoup plus complexe. Et la seule stratégie pour moi dans le Web3 aujourd'hui pour faire de l'acquisition, c'est de convaincre. De convaincre ton interlocuteur, comme on a fait au Japon, comme on a pu faire avec Anurag, de convaincre ces personnes et eux vont pouvoir être prescripteurs de ta technologie en la présentant. C'est le seul moyen. Dépenser de l'argent à faire de la pub, à machin, ça ne marchera jamais. Et je pense que aussi peut-être le moyen de rappeler qu'est-ce qui fait aujourd'hui ou qu'est-ce qui peut valoriser le CAPS. Bien sûr, on parle de forcément si des gens achètent du CAPS, ça va revaloriser le cours. Mais ce qu'on cherche surtout, c'est une utilisation de ce CAPS-là par des projets. Donc, au-delà de juste trouver des gens qui achètent du CAPS, ce qu'on cherche, c'est qu'on cherche des projets qui vont utiliser ce CAPS. Et donc, par l'utilisation du token, mais forcément, ça va valoriser l'asset. D'où la discussion qu'on a eue avec le ZK-EVM, où on avait des projets qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils ne pouvaient pas développer avec notre technologie, parce que Substrate, ils ne connaissaient pas. Ils voulaient des smart contracts et pas utiliser le SDK. Donc voilà, toute la stratégie qu'on va avoir. Si on a une stratégie de marketing, on va dire aujourd'hui, ça va être, on avait présenté la phase Odyssée, c'est de l'acquisition. Voilà, comment on n'impose pas notre solution aux gens, mais comment on met à disposition une solution qu'ils peuvent utiliser. Tu vois la différence ? On peut pas espérer embarquer des gens sur quelque chose de nouveau. Il faut leur offrir quelque chose qu'ils peuvent utiliser. Alors pour terminer cette vidéo, est-ce qu'on peut répondre à quelques questions de la communauté ? On a répondu à la question est-ce que Terre-Noire c'est une ZK Rollup ? Il me semble qu'il y avait d'autres questions, Kevin. Oui, donc du coup on a reçu quelques questions sur Twitter et je vais t'en poser certaines, Mika. J'en ai une première qui parle, donc du coup on va revenir sur le Japon. Il demandait est-ce que, à part donc le studio Toho qu'on a annoncé, est-ce qu'on a d'autres partenariats type corporate ou le large compagnie, comme on a pu annoncer Stellantis en France. Est-ce qu'on a ce type de partenariat au Japon aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours ? Alors il y a des choses qui sont en cours. Je vais en citer un parce qu'il n'y a pas c'est des discussions et j'ai pas de problème de le mentionner. On discute avec la branche de Docomo. Qui est l'équivalent de SFR en France, qui aussi rentre dans le Web3 et cherche une blockchain, cherche des partenaires. Et là, on a le bon exemple de disqualification parce qu'on n'était pas IVM compatible. Donc, ils ont commencé un wallet, ils ont commencé à avancer sur des sujets. Je m'arrêterai là. Et ils nous ont approchés. Parce qu'en fait, au-delà de nous voir sur cet aspect blockchain qui est simple à utiliser avec le secret, on a aussi, et grâce à vous, une force de frappe en Europe avec le noyau français qui intéresse bien entendu les projets japonais. Donc, au-delà de la partie tech, notre marketing fait qu'aussi on attire ce type de projet. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre en discussion qu'on a gros et que je peux vous dévoiler? Il y a une autre application qui a travaillé avec la Warner, qui travaille avec la Warner, donc le studio de film encore dans le cinéma, c'est une coïncidence. Ils ont une initiative aussi au Japon et on discute avec eux aussi pour voir comment on pourrait les faire venir sur Terre-Noire. Donc et la stratégie au Japon, c'est de toucher des gros acteurs au maximum qu'on peut. On a commencé à rentrer sur ce territoire par des petites applications pour tester et maintenant on essaie de se mettre en leader sur le territoire. J'ai une autre question du coup sur la partie Substrate. Donc, on a très bien décrit qu'on avait deux parties blockchain, la partie Substrate et la partie ZK-EVM. Du coup, naturellement, on peut se poser la question, si maintenant on travaille sur la partie ZK-EVM surtout, qu'est-ce qui va se passer avec la chaîne Substrate ? Donc, du coup, est-ce que on pourrait parler un petit peu de la segmentation entre eux, même si elle est sur le site internet, mais je pense que c'est bien de la reclarifier. Quelle est la segmentation entre l'utilisation de la chaîne Substrate et la chaîne EVM ? On va en parler à moyen terme et à long terme. À moyen terme, la ZK-EVM va être la blockchain qui va être utilisée par potentiellement tous les projets qui sont aujourd'hui famille ETH.
On est compatible avec tous les projets, avec les dApps et avec le fait que notre ZKVM va pouvoir ajouter des features uniques au niveau de la sécurité. Ça va attirer des projets, mais des projets qui sont sur le Solidity. Et pour moi, ça sera une blockchain qui va être pour les pure players Web3, pas forcément pour les players Web2 qui nous utilisent aujourd'hui. Donc ça serait la partie, c'est comme ça que j'imagine la partie ZKVM. Ensuite, la partie Substrate va rester comme elle est aujourd'hui, donc elle va évoluer bien sûr. Et on va toujours l'utiliser pour onboarder des projets plutôt Web2, qui n'ont pas de développeurs en interne et qui veulent utiliser la technologie blockchain. Ça, c'est, on va dire, ça nous permet de brasser tout type d'applications, de développeurs, de pouvoir toucher à tout le monde finalement. Mais la vision de la chaîne Substrate à plus long terme, on a commencé à parler sur le médium de proxy signing, de MEV, etc. Tout ça, ça serait plus dans la vision finale, donc de Ternoa avec Keeper, merci, qui lui utiliserait Ternoa, la blockchain Substrate directement. Donc on va vraiment faire évoluer ces deux layers en parallèle et les amener au maximum, au plus loin qu'on peut. Et il y a certaines blockchains qui ont les mêmes initiatives que nous. On n'est pas les seuls à avoir décidé d'avoir 2 canaux d'acquisition pour 2 typologies d'utilisateurs différents et pas d'essayer de faire un espèce de mélange des 2 technologies qui ne conviendrait à personne finalement. Donc on a décidé de faire ces 2 canaux. Oui, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que de plus en plus, on se sépare de cette vision monolithique de la blockchain qui fait tout et on part plutôt sur quelque chose de modulaire. Et donc du coup, là, on s'inscrit bien dans ce cadre-là où on a, en fonction de la cible et du projet, on a différentes solutions disponibles pour tout le monde, quoi. Une autre question du coup de la communauté par rapport au programme de Node qu'on a lancé récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quoi ça consiste, quel est l'intérêt pour Ternoa, à quoi correspondent ces nodes-là peut-être aussi, parce qu'il y en a qui ne font pas la différence entre un validateur et un node. Et quel est l'intérêt donc du coup pour Ternoa d'avoir ce programme-là? Alors bonne question, pour 2 raisons, une technique, une marketing. On y revient. Un peu tiré par les cheveux sur la partie marketing, mais voilà, c'est une décision qu'on a prise. Sur la partie purement technique, en fait, on demande aux gens de démarrer des archives nodes. Je crois qu'aujourd'hui, on a été plus global que ça, mais à l'origine, c'était pour les archives nodes. Donc, c'est pour décentraliser le réseau. Donc, avoir plus de copies de notre réseau dans plus d'endroits dans le monde pour avoir une meilleure décentralisation. Le programme a plus que marché. Aujourd'hui, on l'a ouvert sans restriction. N'importe qui peut démarrer plusieurs nœuds, mais on va forcément le restreindre à un moment donné parce qu'on imagine bien qu'il y a des petits malins qui lancent 50 VM et ça fait grossir le réseau. Après, pour l'aspect sécurisé et network, et pour l'aspect marketing, il y a 2 raisons. La première, c'est que on sait qu'on a de plus en plus de partenaires qui ont des nœuds et qui ont une communauté qui savent lancer des nœuds. Donc, ça nous permet d'onboarder des gens à découvrir la technologie et s'y intéresser. Et le second, ça vient, c'est beaucoup peut-être moins flagrant et c'est très psychologique pour moi, mais dans télémétrie, donc ceux qui connaissent télémétrie, quand vous affichez la page, donc c'est un site qui est vu par des milliers de gens tous les jours, par des milliers de développeurs ou des gens de l'écosystème Polkadot, on apparaît maintenant en haut, 4e place, et donc on est visible par énormément de nouveaux utilisateurs. C'est bête, mais c'est la façon de faire du SEO dans la blockchain. Non, mais comme ça, on en revient encore une fois à la partie immergée du marketing, que des choses que les gens ne voient pas forcément comme du marketing, mais au final, c'est ça, plus ça, plus ça. C'est du marketing derrière et c'est des engagements. Après, j'ai passé toute ma vie d'entrepreneur à esquiver le marketing, tu vois. J'ai toujours été la partie cachée des développements. Donc, j'ai toujours été, j'ai cofondé beaucoup de startups. J'étais souvent CTO sur la partie technique. Et avant ça, quand je travaillais avec les agences web, je m'occupais de la partie tech, de ce qu'ils voulaient pas faire, de ce qu'ils savaient pas faire. Et durant toute ma carrière, avant Ternoa, j'ai toujours fait en sorte de ne jamais toucher au marketing parce que pour moi, c'était du pipeau. Les agences qui prenaient des dizaines de milliers d'euros pour faire du marketing, je ne comprenais pas, je pensais qu'au produit. Et quand j'ai été confronté sur ce produit Ternoa, qui était une façon de communiquer qui était totalement différente, qui me ressemblait plus parce que tu avais un côté plus transparent, moins blabla, mais en fait, je suis quand même beaucoup intéressé au marketing. Et aujourd'hui, je suis très impliqué dans ce qui se passe dans le marketing. Bien entendu, on a une équipe qui fait du marketing, mais je suis très impliqué parce que je pense que dans le Web3, tu es obligé d'avoir au moins un cofondateur impliqué dans cette partie-là parce que c'est très technique, ça va très vite, ça change tout le temps. Et donc voilà, on a toujours des initiatives qui sont parfois pas vues, pas comprises, mais en tout cas, on essaie de
faire rayonner Terre-Noire partout au mieux qu'on peut. À quand les prochains listings? Alors aujourd'hui, on est listé sur Bybit, Gates, BitGet, Ascendex pour les centralisés, exchange. Il y en a 2 ou 3 qui sont dans le top 10 à vérifier. Deux qui sont dans le top 10, ouais. Et donc qui permettent aux gens d'acheter et d'échanger du CAPS. Le prochain listing, on sait sur quelle plateforme on sera, mais on ne sait pas quand on le saura pour une question, encore une fois, de timing et de marketing. Ça coûte extrêmement cher hein, pour être listé, pour être transparent avec vous. Un listing, c'est en gros 300 000 euros d'investissement, 300 000 euros en token immobilisé et 100, 200, 300 000 euros, 400 000 euros de marketing. Donc un listing n'est pas anodin. Et le faire à un mauvais moment, je veux le dire gentiment, mais on a fait des listings qui n'ont pas servi à grand chose. Ouais. Sur un exchange, c'était les Liquid, non Liquid, je crois. Sur Liquid, ouais. Ouais, sur Liquid, ouais. C'était un exchange qui s'est fait racheter après par FTX. On connaît la fin de l'histoire. Et voilà, donc c'était un investissement qui n'a pas servi à grand chose. Et donc on n'essaye pas de lister pour lister, on essaie de lister quand on voit qu'il y a un intérêt à être listé. Donc on a la porte ouverte sur un exchange dans le top 5. Maintenant, à nous de décider quel sera le meilleur moment d'être listé. Je vous dirai pas le nom. Non, je vous dirai pas le nom, ni la date. Merci de votre attention. Merci Mika, merci Kevin. Mika, je te laisse dire un petit mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé à cette vidéo. On avait beaucoup de choses à dire. On n'a pas pu aller en détail dans chacun des points. On va prochainement, en tout cas, on va essayer de faire un format où on va sélectionner un point particulier dans lequel on irait plus en profondeur. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc vous allez voir popper sur la chaîne YouTube. Donc c'est le moment pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est appuyer sur le bouton like et subscribe, et la cloche. Donc voilà, abonnez-vous et suivez parce qu'on va avoir pas mal de news. Et sur la partie internationale, donc on a le compte Twitter, on va commencer à faire des spaces, très certainement en février, à partir de mars, sur lesquels on va inviter des experts et sur lesquels on va débattre en anglais, en français, ça dépendra de l'interlocuteur, sur des problématiques plus techniques. Donc on va dire qu'on va garder la partie YouTube pour être plus généraliste, peut-être essayer d'embarquer des gens qui ne nous connaissent pas encore, mais qui n'ont pas encore de compréhension poussée dans la tech. Donc ça correspond parfaitement au format YouTube. Et sur le format Twitter, d'être un petit peu plus tech pour accueillir des gens qui ont une plus grosse expérience dans le domaine de la blockchain et de les convaincre aussi de venir sur Terre-Noire. Merci à vous. Merci. Merci tout le monde.